sur Sylvie Vauclair. Alors, chère Sylvie, je vais faire une brève bio, introduction sur ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors, vous êtes astrophysicienne, vous êtes professeure émérite à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Vous avez réalisé 2 thèses sous la direction d'Hubert Reeves, plus particulièrement sur l'importance de la matière dans l'univers. Alors, vous avez aussi été l'auteur de plus de 20 ouvrages, dont 10 en nom propre, sur la thématique de l'univers. Et puis, vous êtes aussi musicienne et vous vous intéressez particulièrement à la liaison entre l'art, la musique et la philosophie. Voilà, alors avant de nous emmener dans le beau voyage de votre récit, j'aimerais partager, puis nous aimerions partager avec vous une citation de Chateaubriand, qui est que quand les peuples avancent en civilisation, plus les peuples avancent en civilisation, plus l'état des découvertes, mais surtout des passions, augmente. Voilà, donc merci de partager avec nous vos passions ce soir. Merci, bonsoir. Merci Luc Sorel de m'avoir invité dans ce forum de l'innovation. Je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses cet après-midi, même si je dois avouer qu'un grand nombre de sigles m'échappaient. Donc il va falloir que j'aille voir un petit peu plus tard sur Internet pour essayer de comprendre ces sigles. Et ça m'a donné envie d'en apprendre plus. Voilà, j'irai voir les blockchains par exemple. Vraiment, c'était passionnant. Alors maintenant, je vais vous emmener dans d'autres dimensions, d'autres échelles d'espace et de temps, des échelles qui nous dépassent de loin, mais qui nous concernent de près. Et c'est la raison de ce titre, L'homme face à l'univers, parce qu'à notre époque, avec toutes les découvertes qui se passent depuis, j'ai envie de dire depuis le début du siècle dernier, eh bien, nous avons une vision du monde qui nous dépasse de loin et nous devons y faire face. Donc l'homme doit le savoir et prendre ses responsabilités par rapport à ça. Alors quand on parle des révolutions culturelles, sociales récentes, eh bien on parle de la mondialisation économique, on parle du numérique, on parle des robots, on parle du transhumanisme, qui est un sujet très sensible à l'époque actuelle. Je pense qu'il y a une révolution qui est très importante et qui est liée à toutes celles-là, en fait. Tout est lié dans cette évolution des technologies, des découvertes qui modifient la pensée humaine. C'est la révolution spatiale. Alors la révolution spatiale, en fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au milieu du siècle dernier. Pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, et aussi la première fois de toute l'histoire de la Terre, et vous allez voir que ce n'est pas rien, pour la première fois de toute l'histoire de la Terre, des êtres vivant sur cette Terre l'ont quittée et ont commencé à la quitter. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est beaucoup plus étonnant et ça mène beaucoup plus loin que, par exemple, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ça va beaucoup plus loin. Alors, le fait d'aller dans l'espace, cette révolution spatiale, ça a beaucoup de conséquences. Et beaucoup de conséquences sur la société aussi. On ne se rend pas compte que dans la vie de tous les jours, on baigne là-dedans et on a des actions, on a des objets, on a toutes sortes de choses dans notre vie qui sont liées à cette conquête spatiale. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de tout. Je vais prendre trois exemples. Le premier, c'est la communication instantanée sur toute la planète. La communication instantanée sur toute la planète, ça a complètement changé le monde. Parce qu'avant, dans le passé, les gens parlaient avec des voisins, avec d'autres personnes qui vivaient à proximité. Maintenant, les gens parlent avec d'autres gens dans le monde entier. Les villages locaux, géographiques, ont été transformés en villages internationaux de gens qui ont des affinités pour une raison ou une autre. Et ça va par-delà les frontières. Ça a des conséquences énormes. On en voit tous les jours, on en voit en ce moment. Et ça n'aurait pas existé sans
le spatial, sans les satellites qui renvoient les ondes électromagnétiques. Une deuxième conséquence dont je vais vous parler un peu, et qui est plus proche de mon sujet, c'est qu'il y a des sondes spatiales maintenant qui s'en vont, il y en a tout le temps, des sondes spatiales qui s'en vont visiter d'autres planètes du système solaire. Mars, Mercure, jusque Jupiter, jusque encore plus loin. Et ces sondes spatiales, donc c'est important qu'elles aillent visiter ces autres planètes parce qu'elles nous donnent des informations très précieuses sur ces planètes. Et ces informations très précieuses sur ces planètes nous donnent aussi des informations sur la Terre en même temps. Et puis ces sondes spatiales, elles ont des caméras à bord. Et ces caméras, elles peuvent les retourner vers nous et nous photographier. Ce qui fait que maintenant, la Terre se fait des selfies par l'intermédiaire de sondes spatiales. Elle peut se voir de loin grâce à des sondes qui sont à côté d'autres planètes. Et ça change l'image qu'on a de nous sur la Terre. Et puis la troisième conséquence dont je vais vous parler, c'est que le fait de pouvoir envoyer des instruments dans l'espace, au-dessus, au-delà de l'atmosphère terrestre, ça nous permet de découvrir l'univers, de découvrir le ciel, de découvrir le monde dans des rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'au sol. Parce que l'atmosphère terrestre, c'est très important pour nous. Sans l'atmosphère terrestre, on ne pourrait pas exister. D'abord parce qu'évidemment, on respire l'oxygène, mais aussi parce qu'elle nous protège, l'atmosphère terrestre, de la plupart des rayonnements qui viennent de l'espace. Et si on n'avait pas cette protection, on ne pourrait pas exister. C'est toute l'histoire de la couche d'ozone, par exemple, dont vous avez beaucoup entendu parler. Eh bien, c'est très important pour nous, l'atmosphère terrestre, mais ça nous empêche de voir le ciel dans tous ces rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'au sol. Et là, la conquête spatiale, ça nous a apporté énormément d'informations sur ce qu'est cet univers immense dans lequel nous existons. Et là, les idées ont énormément changé. Alors, je vais vous parler, je vais vous montrer des images, je vais vous parler de grandes échelles de temps, de grandes échelles d'espace. On va parler de milliards d'années. Des milliards d'années, on se demande ce que ça veut dire. Nous vivons 100 ans à peu près, si on a de la chance. Qu'est-ce que c'est qu'un milliard d'années? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors, je vais vous présenter mon petit geste habituel que certains ont déjà vu sur Internet et qui est assez significatif. Alors, ce petit geste, c'est pour mieux comprendre tout ça, c'est pour mieux se pénétrer de tout ça. Ce petit geste, il est simple, en étant les deux bras sur les côtés, comme ça, en pointant les index de chaque côté. Et ça représente le temps qui s'écoule. Donc, vous dites que le bout de votre index gauche, c'est la naissance de la Terre. Et puis, le bout de votre index droit, ici, c'est maintenant. Alors, sur cette échelle-là, vous pouvez mettre beaucoup d'événements. Je vais en choisir juste quelques-uns. Le début de la vie. Alors, le début de la vie, d'après ce qu'on peut savoir actuellement, évidemment, ce que je vous dis d'abord, ce n'est pas forcément définitif. On pourra faire d'autres découvertes dans l'avenir. Puis, c'est aussi approximatif, puisque je le rapporte à un bras. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Eh bien, l'origine de la vie sur la Terre, d'après ce qu'on sait actuellement, il faut faire tout ça. C'est au niveau du coude du bras gauche. Alors, je peux vous parler des dinosaures, d'autres choses, mais je vais juste vous parler des premiers mammifères. Eh bien, voilà les premiers mammifères. Tout ça. Et vous arrivez au poignet du bras droit. Et si maintenant vous parlez des premiers hominidés, alors les hominidés, ce sont les êtres vivants qui, pour la première fois, ont marché sur deux jambes. Alors, en temps normal, ça fait quelques millions d'années. Il y en a qui s'appellent Toumaï, Lucie, etc. Vous avez entendu parler de ces squelettes qui ont été retrouvés. Eh bien, pour arriver à la naissance, enfin l'existence de ces premiers hominidés, vous faites tout ça. Vous arrivez à la petite partie blanche du bout de l'ongle de votre index droit. C'est ça, l'humanité sur la Terre. Évidemment, si vous allez à l'ère technologique, à ce moment-là, ce n'est même pas la peine de le montrer, c'est presque rien. Donc, quand on a conscience de ça, on s'aperçoit, on a envie de se dire, on n'est rien. On n'est rien. On est là depuis si peu de temps. Et puis, une petite remarque quand on dit, avec l'électricité, le diesel, etc., il ne faut pas détruire la planète. C'est l'humanité qu'il ne faut pas détruire. L'humanité, la vie, si vous voulez,
Mais c'est peut-être un peu cynique de dire ça. Si l'humanité disparaît, la planète, elle continuera à tourner autour du Soleil. Hein. C'est vraiment de nous qu'il s'agit là-dedans. Alors, on a l'impression qu'on n'est rien. On n'est rien en temps. Mais là, je voudrais tout de suite rebondir. C'est ce que je fais à chaque fois. On n'est rien en temps, mais c'est nous qui découvrons tout ça. C'est nous qui comprenons tout ça. Comprenons, pardon. On ne comprend pas tout, loin de là. Mais on arrive à se rendre compte, on arrive à interpréter, on arrive à intégrer toutes ces grandes échelles de temps et de distance. Et ça, c'est le cerveau humain. Donc on est à la fois des deux côtés. On se dit on n'est pas grand-chose depuis très peu de temps sur une planète qui tourne autour du Soleil. Le Soleil, c'est une étoile banale. Mais voilà, c'est la conscience humaine qui se rend compte de tout ça. Alors ça a été très vite et je vous montre voilà, ce qui s'est passé. Donc il faut se rappeler que à peu près, chez les hommes préhistoriques, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, à plusieurs endroits, je crois d'ailleurs, sur la Terre, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient domestiquer le cheval. Ils pouvaient domestiquer le cheval et avec le cheval, ils pouvaient aller plus vite qu'à pied. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ça a été amélioré. On a mis des attelages, on a mis des charrettes, on a mis des carrosses, on a mis des diligences, tout ce que vous voulez. Ça a duré jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin du 19e siècle. Depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle ? La machine à vapeur, hein, la première locomotive, le premier moteur à explosion, l'automobile, et presque tout de suite après, quelques années après, les premiers aéroplanes. Alors les premiers aéroplanes, là je vous montre 2 aéroplanes, l'avion 3 de Clément Ader, je crois que c'est le premier, c'était le 3e prototype, mais je crois que c'est le premier qui a vraiment volé un petit peu, donc en 1897. Et à peu près au même moment, le Flyer des frères Wright, des Américains, qui sont d'ailleurs venus faire des essais en France, dans le sud de la France. C'est pas vieux, c'est nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et vous imaginez à cette époque, vous vous mettez à la place des gens. Les gens étaient enthousiastes. Ils regardaient ces aéroplanes et quand les aéroplanes faisaient des essais, les gens regardaient les traces de roues sur le sol. Et quand pendant quelques dizaines de mètres, il n'y avait plus de traces, les gens disaient « il a volé ». Et c'était vraiment extraordinaire. Et l'avion, il avait volé de quelques mètres au-dessus du sol. Alors maintenant, mettez-vous à la place de ces gens-là. Est-ce que vous pensez, j'ai la réponse évidemment vous aussi, est-ce que vous pensez que ces gens auraient pu imaginer que 70 ans plus tard, on allait sur la Lune ? Si c'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire à notre époque. Merci pour les lumières. Voilà. Et puis en bas aussi, s'il vous plaît. Alors, aller sur la Lune, par exemple, 1972, on va voir l'année prochaine, rétrospectivement, là, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Un exemple, 1972, petit véhicule lunaire. Donc, les missions Apollo ont cessé, mais ça va reprendre. Ça va reprendre, on va retourner sur la Lune, on va même mettre des observatoires, soit sur la Lune, soit en orbite autour de la Lune. C'est prévu par la NASA. Ici, c'est une image prise par une sonde chinoise il y a 2 ans, qui a fait le tour de la Lune sans s'y poser. Donc là, vous voyez la Lune, c'est la face cachée. Vous savez, quand vous regardez la Lune le soir dans le ciel, vous voyez toujours la même face de la Lune. Elle est synchronisée avec nous. Quand on fait le tour de la Lune, on voit l'autre face, évidemment, la face cachée. Et puis la Terre ici, dans le lointain. Et puis maintenant, on va sur Mars. Donc on va sur Mars, ce n'est pas encore des êtres humains. On peut en parler plus tard. Les êtres humains, c'est évidemment c'est dans l'air. L'idée d'envoyer des êtres humains, on n'est pas encore prêt. Mais par exemple, il y a beaucoup des petits véhicules sur Mars et puis des satellites qui tournent autour de Mars pour étudier la planète Mars. Donc ça, c'est le rover Curiosity. Donc le rover Curiosity qui est sur Mars depuis plusieurs années maintenant et qui étudie le sol de la planète Mars. C'est une mission
américaine, ça a été monté au Jet Propulsion Laboratory, mais dans ce type de recherche qui est vraiment la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche pour une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit, c'est extrêmement international. Les expériences spatiales sont toutes internationales. Et là, la caméra qui est ici, qui est une caméra laser qui s'appelle Chemcam, elle a été fabriquée à Toulouse. Cocorico, parce que je viens de Toulouse. Voilà. Donc ça, c'est une maquette. Mais ce que vous avez ici, ce n'est plus une maquette. Ça, c'est la réalité. Donc, ce robot, ce rover Curiosity, a utilisé une caméra pour regarder derrière ses propres traces sur le sable de la planète Mars. Donc là, ce que vous voyez, c'est les traces de pneus sur Mars. Vous êtes sur Mars. Vous êtes sur Mars. Donc c'est vraiment extraordinaire quand on compare à ce que je vous ai dit des traces de pneus des premiers aéroplanes sur la Terre. Ben là, maintenant, vous avez les traces de pneus sur Mars. La sonde InSight qui s'est posée la semaine dernière, tout en douceur. Tout a été parfait, impeccable. Il y avait beaucoup de gens dans le monde qui suivaient ça en direct. Nous, on était à la Cité de l'Espace à Toulouse. 2 petits satellites qui s'appellent CubeSat et qui retransmettaient en direct l'atterrissage. C'était assez fabuleux. Donc, voilà une sonde qui se trouve maintenant installée sur Mars et qui a un sismomètre. C'est ça la nouveauté. Un sismomètre. Lequel sismomètre a été fabriqué en France, alors que la sonde est aussi américaine. Et un sismomètre, c'est-à-dire un instrument qui va étudier les tremblements de Mars. Les tremblements de Mars pour savoir mieux comprendre comment Mars est fait à l'intérieur, de la même manière que les tremblements de terre permettent aux géophysiciens de mieux comprendre l'intérieur de la Terre. Donc voilà, ça c'est l'évolution. Et bien vous avez ces sondes spatiales qui vont plus loin que Mars, qui vont aux confins du système solaire. Là, je vous donne un exemple, c'est la sonde spatiale Cassini. Alors la sonde spatiale Cassini, elle est restée de nombreuses années étudier Saturne de près et les satellites de Saturne. Et elle a terminé son existence, on l'a suicidée. Elle s'est suicidée volontairement, c'est-à-dire qu'on l'a fait tomber à l'intérieur de Saturne. Donc Cassini, maintenant, elle est mélangée à la planète Saturne. Mais avant, elle a pris de nombreuses images, et là, c'est un exemple de ce que je vous disais. Donc la sonde Cassini, là, c'est comme si vous étiez sur la sonde spatiale, au voisinage, pardon, excusez-moi, faut que je revienne, voilà, au voisinage de la planète Saturne, avec les anneaux, c'est extraordinaire, on voit les anneaux de tout près, là, vous voyez, ça, c'est les anneaux de Saturne. Et ce que vous voyez ici, le petit point là, c'est la Terre. Donc, au bout de la flèche. Donc, c'est là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, à chaque fois que je vois cette image, ça me fait de l'effet. À chaque fois, je me dis, mais ce n'est pas possible, nous sommes là actuellement. Nous sommes là et nous devons faire face à ça. C'est-à-dire que nous ne sommes plus du tout dans la situation qu'on pouvait imaginer quand on pensait la Terre au centre du monde et que tout le ciel tournait autour de nous. Non, nous sommes dans l'espace sur cette petite planète-là. Alors évidemment, ça va très loin parce qu'on ne peut pas voir ça sans avoir idée de préserver la planète. Ça va vers l'écologie, ça va vers la mondialisation au sens général. Je ne parle pas de mondialisation économique spécialement, mais il faut prendre conscience de ça. Nous sommes sur cette petite planète perdue dans l'espace depuis 4 milliards d'années et demi. 4 milliards d'années et demi, c'était le temps que je vous montrais là, hein, c'est-à-dire l'âge de la Terre. Une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, qui est importante, c'est que quand la Terre s'est formée, avec le Soleil, avec les autres planètes, tout le système solaire s'est formé en même temps, l'univers avait déjà un certain âge. L'univers n'a pas toujours existé, je vais revenir un tout petit peu là-dessus tout à l'heure. L'univers a un âge, l'univers qu'on observe, les étoiles, les galaxies, ça n'a pas toujours existé. Et l'âge de l'univers, il est tel que quand la Terre est née, en fait, avec mon petit geste, quand la Terre est née, l'univers avait déjà 2 fois cet âge-là. C'est comme si on divisait l'âge de l'univers actuel en 3, et le Soleil est arrivé aux 2/3. Et c'est probablement important pour que nous puissions être là sur la Terre actuellement, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors là, ce que je vous montre, c'est dans l'idée des instruments qui vont au-delà
de l'atmosphère terrestre pour observer le ciel, c'est le télescope spatial Hubble. Le télescope spatial Hubble, il a été envoyé dans l'espace en 1990. Pardon. Donc ça va faire bientôt 30 ans. Il était parti pour quelques années seulement. Hein, c'est très très bien fonctionné. Et le télescope Hubble est le seul instrument dans l'espace qui a une maintenance au centre de réparation ou de vérification de la technique locale. C'est-à-dire qu'il y a eu des missions, un certain nombre de missions d'astronautes qui sont allés, en utilisant une navette spatiale, qui sont allés voir sur place le télescope Hubble pour le réparer. Ou bien pour la maintenance. Alors là, le petit quiz, est-ce que vous voyez l'astronaute là? Alors, que je vous dise d'abord que ici c'est la navette spatiale. Là, c'est justement une mission de réparation de Hubble. Ici, c'est la navette spatiale. Ici, vous avez un bras de la navette et le télescope, il est là. Il a été amarré à la navette par le bras. Vous voyez l'astronaute? Oui. Donc, l'astronaute, il est là. On voit ses pieds là, et c'est comme s'il était à plat ventre, mais à plat ventre dans l'espace, ça signifie rien. Mais ça vous donne une idée de l'échelle, de l'instrument. Hubble va bientôt terminer son existence. Il va être remplacé par un autre télescope qui s'appelle le JWST, qui n'est pas encore envoyé, qui sera envoyé dans quelques années. Alors là, vous voyez que Hubble n'est pas très loin de la Terre, environ 400-450 km. On voit ici la Terre, on voit ici la séparation du jour et de la nuit. Ici, il fait nuit, ici, il fait jour. Et puis, on voit un petit peu cette région bleue. Ici, bon, c'est juste le début, là, ce qui est le plus près de la Terre. C'est l'atmosphère. Donc, l'atmosphère terrestre dont je vous parlais tout à l'heure, elle est très fine, quelques centaines de kilomètres, c'est-à-dire moins de 1/10 du rayon de la Terre. Elle est très, très fine. Elle est très, très fine, mais elle est tout. Et là, je vais vous montrer un schéma. C'est le seul schéma que je vais vous montrer de toute la soirée. Mais c'est un schéma qui me semble important et je vais y passer un tout petit peu de temps. Donc le schéma, le voilà. Alors, n'ayez pas peur, c'est simple. Ce que vous voyez ici, c'est tous les rayonnements qui existent, comme la lumière, mais avec la différence que ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde que la lumière visible à l'œil. Donc la lumière visible à l'œil, c'est ça, du rouge au violet. Et au-delà du rouge, vous avez l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radioélectriques. Et au-delà du violet, vous avez l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Tout ça, c'est la même chose. Hein, ce sont des rayons électromagnétiques, c'est la même chose. Ce qui change, c'est uniquement la longueur d'onde. En bas, ici, vous avez justement la longueur d'onde. Peu importe, ce n'est pas la peine de regarder les chiffres. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Et ici, ce que vous avez, c'est la hauteur au-dessus du sol. C'est-à-dire que ça représente le sol de la Terre. Et ça, c'est la hauteur au-dessus du sol en kilomètres. Et ce qui est noir, ça représente la manière dont l'atmosphère terrestre absorbe les rayonnements qui viennent de l'espace. Ce que ça veut dire, c'est par exemple, si vous voulez observer le ciel en rayon gamma, il faut aller au-dessus de là, donc à peu près au moins à 40 km. Si vous voulez observer le ciel en rayon ultraviolet, il faut aller au moins à 140 km et en infrarouge ici. Donc, ça vous montre l'importance d'aller dans l'espace pour pouvoir observer le ciel dans tous ces rayonnements-là, avec évidemment des détecteurs, des instruments appropriés. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose qui n'est pas, qui peut sembler évident quand on a une lapalissade, quand on n'y fait pas attention, mais ça ne l'est pas du tout. Voyez ce qui arrive sur le sol. Donc ça, vous avez les ondes radioélectriques, c'est ce qu'on reçoit avec les radiotélescopes, les antennes. Je ne vais pas vous en parler, je vais vous parler de ça. Ça, c'est une petite région ici. Quand je dis une petite région, je veux dire un domaine de rayonnement qui arrive jusqu'au sol de la Terre, que l'atmosphère laisse passer. Et l'atmosphère laisse passer à cause des molécules qu'il y a dans l'atmosphère. C'est ça qui fait qu'il y a des rayonnements qui sont absorbés et puis d'autres qui passent. Et ce que vous remarquez tout de suite, c'est que cette petite zone qui passe, c'est le rayonnement visible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rayonnement visible, ça veut dire le rayonnement que nos yeux, les yeux humains, sont capables de voir. Les yeux humains ne voient pas dans l'infrarouge. Il y a des animaux qui voient dans l'infrarouge. Les yeux humains ne sont pas capables de voir dans l'infrarouge. Ils voient du rouge au violet. Et ce qui arrive au sol,
c'est les rayonnements du rouge au violet. Ça veut dire qu'il y a un ajustement entre ce que l'atmosphère terrestre, avec ses molécules, sa chimie et tout ça, laisse passer comme rayonnement et nos yeux. La deuxième chose, c'est le soleil. Le soleil rayonne avec un maximum d'énergie dans le jaune, jaune-vert. Donc maximum d'énergie ici au milieu. Et donc l'atmosphère terrestre laisse passer le rayonnement solaire. Donc ça veut dire qu'il y a un ajustement très précis entre la lumière solaire, l'énergie solaire, ce que l'atmosphère laisse passer et ce que l'œil humain est capable de voir. C'est quand même assez étonnant. Et sans doute une question d'évolution. Mais si on avait des yeux capables de voir dans l'infrarouge, on se verrait. Parce que nos corps rayonnent dans l'infrarouge. On ne verrait pas le ciel, on ne verrait pas les étoiles. C'est grâce à ça, c'est une fenêtre, on appelle ça les fenêtres atmosphériques, c'est grâce à ça qu'on peut voir les étoiles la nuit. Et du coup, c'est grâce à ça que l'homme a eu envie d'en savoir plus, d'envoyer des instruments et d'avoir toutes ces découvertes qu'on a maintenant. Sinon, on serait sur la Terre, dans notre petit cocon, et on ne se serait intéressé à rien du tout. Ça permet aussi de comprendre un peu l'effet de serre, parce que le rayonnement solaire arrive jusqu'au sol, il chauffe la Terre, et la Terre chauffée rayonne, et en particulier dans l'infrarouge. Mais l'infrarouge ne ressort pas, parce que l'atmosphère ne laisse pas repartir l'infrarouge. Alors c'est un peu schématique, mais c'est à cause de ça que ça chauffe au sol. Donc l'effet de serre est très important. Très important. Si on n'avait pas l'effet de serre, on aurait plusieurs dizaines de degrés en moins sur la Terre. Donc l'effet de serre est très important pour nous, mais il est justement très bien ajusté naturellement. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais si l'être humain enfin c'est tout ce que vous savez actuellement avec le réchauffement climatique et la partie humaine du réchauffement climatique, si on joue avec ça, on ne sait pas où on peut aller. Voilà. Alors maintenant, les étoiles, grâce à ça, on peut voir des étoiles dans le ciel. Donc là, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle, nous, assez, je ne sais pas, poétiquement, je ne sais pas si c'est très poétique, mais enfin un champ d'étoiles, comme on a des champs de blé ou des champs d'orge, avec ici, ça c'est une comète qui passait par là, il y en a beaucoup des comètes. Il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Là, on n'en voit pas beaucoup des étoiles dans le ciel. C'est à cause de la pollution lumineuse. C'est un autre type de pollution qui est extrêmement important, qui commence à être reconnu et très étudié actuellement. Les lumières. Les lumières artificielles sont très nocives. Donc nocives parce que ça nous empêche de bien voir le ciel, mais nocives aussi pour la faune, pour la flore, pour tous ces animaux qui ne reconnaissent plus le jour de la nuit. Enfin, il y a beaucoup d'études là-dessus. Je ne vais pas épiloguer parce que je n'ai pas le temps. Mais en fait, on voit énormément d'étoiles dans le ciel. Alors, il y a eu quelques découvertes importantes à propos justement des étoiles. Et je vais vous en dire une seule. Enfin, les étoiles, maintenant, les astronomes, les astrophysiciens savent bien les repérer, savent bien aussi comment elles sont faites à l'intérieur et tout ça. Mais une découverte très importante, donc, qui date de 1995, c'est que ces étoiles, beaucoup de ces étoiles, ont des planètes qui tournent autour. Donc le Soleil, c'est une étoile comme les autres, il y a des planètes autour du Soleil, donc c'était normal qu'il y ait des planètes autour d'autres étoiles, mais maintenant on le sait, on les a détectées. Alors comme ordre de grandeur, en fait, il faut savoir, d'après et ça c'est récent, qu'il y a à peu près autant, enfin à peu près, l'ordre de grandeur est le même, autant de planètes que d'étoiles dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'il y a une planète autour de chaque étoile. Il y a des étoiles qui n'ont pas de planète, il y en a qui ont des systèmes planétaires. Mais globalement, c'est à peu près ça. Donc vous imaginez que là, il y a plein de planètes. Donc non seulement la Terre est une planète qui tourne dans l'espace et autour du Soleil, mais c'est banal, les systèmes planétaires. Quelques instruments, parce qu'évidemment tout ça, on ne le sait pas directement, on les voit pas directement, les planètes, mais on étudie, et là je ne vais pas vous raconter ça en détail, on étudie le rayonnement qui vient des étoiles, et c'est en étudiant les variations du rayonnement qui vient des étoiles qu'on peut détecter qu'il y a des planètes autour. Donc voilà par exemple les 4 télescopes du mont Paranal au Chili, d'autres télescopes donc, spatiaux, ces deux-là, Corot et Kepler, ont fini leur existence. TESS vient juste d'être lancé. Ça, c'est Gaïa qui est là depuis 2013 et qui travaille beaucoup. Donc, il y a beaucoup
beaucoup de télescopes actuellement. Et c'est pour vous montrer là un exemple de système planétaire autre que le système solaire. Donc c'est une étoile qui s'appelle Muara. Je l'aime bien parce que j'ai personnellement étudié cette étoile, qui est une étoile qu'on voit quand on observe de l'hémisphère sud. Et là, la personne qui a fait le dessin a superposé le système solaire et le système de Muara. Donc le système solaire, vous avez le Soleil ici, Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Et si ça, c'est l'étoile Muara, vous avez tout ce qui est violet. Ce sont des planètes qu'on connaît autour de l'étoile Muara. Donc voilà à quoi peut ressembler un système planétaire extrasolaire. Il y en a beaucoup. Alors évidemment, ce à quoi tout le monde pense, et maintenant c'est devenu une vraie recherche scientifique, ce n'est plus seulement de la science-fiction, c'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Est-ce qu'il y a des planètes sur lesquelles il pourrait y avoir de la vie, comme sur la Terre? Donc, rassurez-vous, je ne peux pas vous répondre maintenant, je n'en sais rien, mais on y va pas à pas. Alors la première chose, c'est déjà qu'il y a des planètes qui sont solides comme la Terre, ailleurs. La première chose, dans la mesure où la vie qu'on connaît, puis on va rechercher une vie comme la nôtre, parce que c'est plus simple, on ne va pas rechercher n'importe quel type de vie, s'il y en a d'autres, on ne sait pas ce que c'est. Donc, la première chose, c'est qu'on a besoin d'eau. On a besoin d'eau liquide. Tenez, justement, je n'ai pas fait exprès, mais je suis allée boire là. Pour la vie, on a besoin d'eau. Donc, on cherche, parmi les planètes qu'on connaît, qui ont été détectées, est-ce qu'il y en a qui sont à la bonne distance de leur étoile pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide? Parce que si elles sont trop près, l'eau est gazeuse, s'évapore. Et si elles sont trop loin, l'eau est gelée. Et donc, c'est ce qu'on appelle, alors c'est pas un bon terme, on appelle la zone habitable, c'est pas un bon terme, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait des gens. Mais, pardon, c'est la zone verte qui est ici. Donc ici, c'est la température de l'étoile, parce que vous avez des étoiles plus ou moins chaudes. Le soleil, il est là, 6000 degrés, un petit peu en dessous. Puis ça, c'est la distance à l'étoile. Donc voilà la zone habitable. Alors à l'époque actuelle, on connaît une poignée de planètes dans la zone habitable, et pour plutôt près d'étoiles moins chaudes. Donc comme ici c'est assez concentré, on va prendre une autre échelle ici, au lieu de prendre la distance, on va prendre l'éclairement qui arrive sur la planète à partir de l'étoile, c'est juste pour mieux voir. Et là, donc c'est cette autre échelle ici, la zone habitable est là. Donc vous voyez, il y a la Terre, vous voyez que Mars en fait partie, mais il n'y a pas de vie sur Mars, mais il y a peut-être eu de la vie sur Mars dans le passé, il y a peut-être eu de la vie sur Mars dans les premiers milliards d'années, et c'est pour ça qu'il y a tellement de recherches sur Mars, pour voir si on peut retrouver des traces de l'existence d'une vie antérieure. Alors voilà, il y a un certain nombre de planètes, il y en a une qui nous intéresse beaucoup, c'est Proxima Centaure B. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous, à 4,4 années-lumière, et il se trouve que cette étoile-là a une planète solide qui se trouve dans une zone où elle peut avoir de l'eau liquide. Donc ça, c'est quelque chose, c'est en cours, hein, c'est une planète qui est extrêmement étudiée et il y a des possibilités d'aller plus loin pour essayer de voir s'il y a dans l'atmosphère de la planète, par exemple, des traces de vie. Alors je quitte un peu notre environnement, notre galaxie. Ces étoiles que je vous ai montrées, elles font partie de notre galaxie, la Voie lactée. Quand on va un peu plus loin, au-delà de la galaxie, donc on voit des choses comme ça. Ça, c'est une image qui a été prise par le télescope Hubble, justement, avec la possibilité d'être au-delà de l'atmosphère terrestre et de faire des pauses très très longues. Là, je crois que c'était une accumulation de données pendant plusieurs mois. Et là, on peut voir très loin. Donc tout ce que vous voyez là, toutes les petites taches, n'importe quelle petite tache, c'est une galaxie lointaine. Alors je dis voir très loin, c'est-à-dire que ça va entre, je ne sais pas moi, des millions jusqu'à des milliards d'années-lumière. Donc l'année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an. Donc en fait, il y a toutes ces petites taches-là, ce sont des galaxies très lointaines. Très lointaines, ça veut dire aussi qu'on les voit dans le passé. Donc ça, c'est la chose extrêmement importante. C'est que quand on voit quelque chose, quand on regarde quelque chose, et ça c'est vrai pour tout, c'est vrai pour tout, quand on observe quelque chose, on n'a jamais accès à ce qu'on observe
à l'instant où on l'observe. On voit toujours dans le passé. Alors évidemment, quand on est proche, ça n'a pas d'importance. Mais quand on est loin, ça commence à en avoir. C'est parce que si vous voyez quelque chose, ça veut dire qu'à un moment, la lumière a quitté l'objet que vous regardez pour arriver jusqu'à vous. Et ce n'est pas instantané. La lumière, elle voyage à 300 000 km par seconde. C'est très, très, très rapide, mais ce n'est pas instantané. Par exemple, quand vous regardez la Lune, il faut une seconde, pardon. Une seconde pour arriver de la Lune, 8 minutes pour arriver du Soleil, quelques heures pour arriver des planètes un peu lointaines, quelques années pour arriver des étoiles les plus proches et quelques millions et milliards d'années pour arriver de ces galaxies. Donc quand vous regardez le ciel, eh bien, vous voyez directement une mémoire. Vous voyez directement le passé. Donc là, vous voyez des galaxies lointaines et vous voyez aussi le passé. Et ces galaxies, eh bien, chacune de ces galaxies, en moyenne, peut avoir 100 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Ce sont des ensembles de quelque chose comme 100 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Et si là-bas, ça se passe comme ici, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ici, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi 100 milliards de planètes. Donc là, je vous laisse, non, je vous laisse pas réfléchir, vous réfléchirez à ça quand vous rentrerez chez vous, mais de penser, c'est vertigineux. De penser que dans ces galaxies, il y a 100 milliards d'étoiles, il peut y avoir 100 milliards de planètes, et combien peut-il y avoir de planètes qui ressemblent à la nôtre? Est-ce qu'il y a de la vie là-bas? Ce sont des questions. Nous n'avons pas de réponse, mais se poser de telles questions, ça donne le vertige. Alors ces galaxies, en plus, on a pu montrer, et ça date du début du XXe siècle, qu'elles s'éloignent les unes des autres et qu'elles s'éloignent de nous. Donc ça veut dire que dans le passé, l'univers était plus petit, et c'est là qu'on arrive à cette notion de Big Bang, c'est-à-dire que l'univers n'a pas toujours existé, il a eu un début. Alors parler du Big Bang, ce serait très long, le temps passe, je n'ai pas le temps, mais simplement pour vous dire que c'est évidemment très étudié. Les premiers instants de l'univers, la première évolution de l'univers, c'est étudié avec des instruments spatiaux qui vous donnent une image de ce que pouvait être le ciel dans les premiers instants de l'univers. Et puis les accélérateurs, donc c'est la connexion très étroite entre les astrophysiciens et les physiciens des particules. Ici, vous avez l'accélérateur qui s'appelle Large Hadron Collider, le LHC, au CERN. Et le LHC au CERN, voilà, il est sous la Terre, il traverse les frontières. Il a 27 km de circonférence. Et en fait, c'est un tube, ou deux tubes, qui sont là, voilà, qui sont dans un tunnel. Et alors là-dedans, dans cet accélérateur, on accélère, comme son nom l'indique, hein, on accélère des faisceaux de particules, on accélère dans les deux sens, comme ça. Et quand c'est à très très grande vitesse, on les fait se rencontrer. On les fait entrer en collision. Et à ce moment-là, ça fait des énergies énormes, il se passe des choses qu'on peut étudier et qui donnent des informations sur ce qui pouvait peut-être se passer dans les premiers instants de l'univers. Alors, je vais revenir, parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous parler de toute l'évolution de l'univers, mais je vais petit à petit revenir à nous. Et pour revenir à nous, je vais vous parler un tout petit peu, pour terminer, de la manière dont se forment ces systèmes planétaires, qui sont finalement quelque chose, comme je vous disais, de courant, et puis un petit peu la fin, ce qui va se passer à la fin de l'existence du Soleil et de son cortège de planètes. Alors, les étoiles et les systèmes planétaires se forment dans des nébuleuses. Ça, c'est une nébuleuse dans notre galaxie. Là, on est revenu à notre galaxie, à notre voisinage. Donc, il y a des étoiles, il y a plein d'étoiles, et il y a des nuages de gaz. Et ça, c'est comme ça partout. Et ces nuages de gaz, qui est essentiellement de l'hydrogène, voyez que c'est très mouvementé. C'est très mouvementé, ça bouge, ça se condense. Il y a des régions là, qui sont assez condensées, d'autres qui le sont moins. Et ça bouge beaucoup parce qu'il se passe des tas de choses dans le ciel, et en particulier des étoiles qui explosent. Il y a des grosses étoiles qui explosent à la fin de leur vie, ça fait des ondes de choc. Ces ondes de choc, ça fait entrer en vibration, tout ça, et ça bouge. Alors, il y a des gens qui ont fait des simulations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si de la matière est suffisamment condensée, à partir d'un certain moment, ça devient irréversible. C'est-à-dire qu'elle tient sous l'effet de son propre poids, et à ce moment-là, ça donne une étoile. Et il y a des gens qui ont fait des simulations, et je voulais vous les montrer. Là, j'espère que je ne vais pas dépasser mon temps.
Parce que c'est quelque chose d'intéressant et ça me donne l'occasion d'une petite parenthèse. C'est que les astronomes, pour faire ce genre de travail, ils étudient, c'est de l'hydrodynamique, c'est de la dynamique des fluides, avec des ondes, enfin il se passe des tas de choses, et c'est ce qu'on appelle non linéaire. Non linéaire, ça veut dire que quand un événement commence, il peut s'amplifier, il peut se passer des choses au hasard, et si on recommence l'expérience, on va avoir quelque chose de différent. Quelque chose de différent au niveau de l'image finale. C'est-à-dire que là, vous allez voir comment une simulation de la manière dont se forment des étoiles. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance à quel endroit il va se former des étoiles, mais on sait qu'il va s'en former. Donc là, il y a une notion de hasard au niveau individuel et je ne vais pas dire déterminisme, mais je ne veux pas dire un bon mot, mais on sait globalement, on a statistiquement quelque chose qui se décide. Et ce genre de modèle, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu, c'est qu'il est aussi utilisé en économie. Et en fait, il y a des groupes d'astronomes qui travaillent avec des groupes d'économistes. Et moi, j'en connais. Moi, j'ai moi-même participé dans le passé à des réunions une fois par an pluridisciplinaires, organisées par des économistes, avec des astrophysiciens et d'autres gens aussi. Parce que ce sont des modèles non linéaires. Quand on fait des modèles d'évolution, ce n'est pas des successions d'états d'équilibre, c'est plus complexe. Il y a des méthodes sophistiquées d'étude de ce qui se passe, des phénomènes non linéaires. Alors là, c'est une simulation sur ordinateur. Donc vous avez le temps ici qui s'écoule. C'est évidemment en anglais. C'est fait par des collègues de l'université de Exeter en Angleterre, ça. Et ça, c'est supposé être au départ, c'est sphérique pour que ce soit plus pratique, une nébuleuse, c'est-à-dire un nuage de gaz. Et dans ce nuage de gaz, on va supposer qu'il y a des ondes supersoniques qui arrivent et qu'à partir d'un certain degré de concentration, ça forme une étoile. Voilà, c'est ça. Et il y a évidemment l'interaction gravitationnelle entre les objets qui joue aussi. Alors voilà ce que ça donne quand on fait une des expériences. Donc ce qui est jaune, c'est évidemment une concentration de matière. Donc voilà comment la nébuleuse se déforme au cours du temps. Il y a le temps qui s'écoule ici. On voit qu'il y a une région là, mais c'est par hasard à cet endroit-là, qui devient plus dense. Donc on change un petit peu la représentation pour mieux la voir. On fait tourner. Voilà. On s'en rapproche pour mieux voir. Il y a une zone ici qui est plus dense que le reste et on va voir ce qui se passe. Ça tourne et attention, voilà des premières étoiles qui se forment. Donc il y a des étoiles qui se forment et vous voyez, la matière, ça tourne. Donc il y a un disque autour. Et là aussi, il y a des disques autour. Et tout ça, les étoiles, elles ne se forment pas toutes seules. Tiens, il y en a une qui part avec un disque, là. Elles ne se forment pas toutes seules, elles se forment en collectivité, elles ont des interactions, elles se rentrent dedans. Et puis, il y a des choses amusantes. Par exemple, il y en a une ici avec un disque autour et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Elle arrive là, elle tourne autour et en fait, elle va l'éplucher. Ils ont mis ça, voilà, recentrer ça. Voilà. Et en fait, les étoiles qui arrivent, elles épluchent le disque de celle-ci. Voilà. Donc finalement, la simulation, elle va donner quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit dans l'espace avec des nuages de gaz et des étoiles au centre. Et puis, il y a des étoiles qui se sont formées. Et il y en a qui ont un disque autour. Et celles qui ont un disque autour, eh bien, elles vont donner un système planétaire. Donc, voilà comment les choses se passent. Et voilà la réalité des observations. Donc ça, c'est une naissance d'étoiles dans la nébuleuse d'Orion. Ça, c'est des observations en infrarouge. Il fallait pouvoir envoyer des instruments dans l'espace pour pouvoir observer ça. Donc ce sont des fausses couleurs, évidemment, puisque c'est de l'infrarouge, mais c'est la réalité des observations. Donc c'est une nébuleuse, la nébuleuse d'Orion, et on voit là, en direct, un système planétaire en formation. Donc ici, on a un disque de gaz et de poussière, au centre un renflement, ça va devenir une étoile, et ça va devenir un système planétaire. Et alors, depuis 2 ans, on a des observations avec c'est pas un instrument, c'est tout un ensemble d'instruments qui s'appelle ALMA, qui veut dire Atacama Large Millimeter Array, qui se trouve au Chili, à 5500 mètres d'altitude. Ce sont des antennes
radioélectriques qui peuvent s'écarter de 16 km les unes des autres. Et grâce à l'ensemble de toutes ces observations, on peut voir des détails infimes dans des objets célestes. Donc vous allez voir ce que je vous montre après. Vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de ça, entre ce moment-là et puis un système planétaire comme le nôtre, formé. Donc ça, c'est ALMA. Et voilà, donc ça a l'air flou, mais c'est normal, c'est parce que la définition n'est pas énorme. Mais ce qu'on détecte là, donc ça, c'est un disque qui va devenir un système planétaire autour d'une étoile ça va devenir une étoile au centre. Et ce qu'on voit, disons que ce qu'on voit là, c'est l'émission, le rayonnement émis par les poussières qui sont dans le disque. Et ce qu'on voit ici, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ces anneaux sombres. Ces anneaux sombres, c'est un des endroits où il n'y a plus de poussière ou pas beaucoup de poussière. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de poussière? C'est parce qu'il y a des planètes qui se forment. On ne voit pas les planètes parce que là, on regarde les poussières. Des planètes qui se forment et qui balayent, qui tournent autour du centre, donc la future étoile, et elles balayent la matière sur leur trajet. Donc là, on est en train de voir directement la formation de systèmes planétaires. Donc vous voyez, ça, c'est des progrès vraiment très récents, mais c'est assez extraordinaire. Alors pour terminer maintenant, donc voilà, un système planétaire, on sait ce que c'est, le Soleil avec ses planètes autour, dont la Terre. Qu'est-ce qui se passe à la fin maintenant? On parle de la fin de l'humanité, mais si l'humanité est assez raisonnable pour ne pas se détruire elle-même, jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Bien, ça va durer longtemps, parce que on est à peu près à la moitié de l'existence de la Terre. Donc ça va durer à peu près encore autant. Et qu'est-ce qui va se passer après? Mais on le sait parce qu'on peut observer des étoiles dans le ciel qui en sont à cette étape-là. Eh bien, en voilà 4. 4 possibilités de ce que sera la fin de l'existence du Soleil et des systèmes planétaires. Donc, dans tous les cas, vous avez une nébuleuse, c'est-à-dire un nuage de gaz qui n'a pas toujours la même forme, ça dépend de ce que ça rencontre sur son trajet. Mais ce nuage de gaz, c'était l'étoile. C'était l'étoile. À la fin de son existence, l'étoile, les couches extérieures de l'étoile augmentent. Et donc ça englobera, pour le Soleil, ça englobera les orbites actuelles des planètes. Et au centre, il reste toujours une petite étoile, tout à fait bien centrée. Et ça, c'est le cœur de l'ancienne étoile qui se refroidit, qui rétrécit et qui va finalement disparaître. Donc ça, c'est la fin du système solaire. À d'autres étoiles, les grosses étoiles, je vous en ai un peu parlé, des grosses étoiles qui explosent. Et quand une étoile a explosé, ça c'est le reste d'une... Oups, pardon. Ça, c'est le reste d'une étoile. Alors, j'essaie de revenir en arrière. Ah, ça ne veut plus revenir en arrière. Eh bien, tant pis. C'était le reste d'une étoile qui a explosé il y a à peu près 2000 ans, quelque chose comme ça. Alors, je vais revenir cette fois-ci à nous, sur la Terre. Hubert Reeves disait « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Pourquoi nous sommes des poussières d'étoiles? C'est parce que nous avons en nous des molécules qui sont faites d'éléments chimiques, d'atomes qui sont associés. Ces atomes ont été tous fabriqués dans les étoiles. C'est parce qu'il y a eu des étoiles. Dans les étoiles, l'énergie des étoiles, comme dans le Soleil actuellement, c'est de l'énergie nucléaire qui vient de transformation de la matière à l'intérieur. Et cette transformation de la matière à l'intérieur, en ce moment dans le Soleil, l'hydrogène se transforme en hélium. Dans les étoiles après, à partir de l'hélium, on peut avoir du carbone, de l'azote, de l'oxygène et monter comme ça tous les éléments. Et c'est parce qu'il y a des étoiles avant l'existence de la Terre et du Soleil, des étoiles qui ont fabriqué ces éléments, qui ont explosé, qui ont rejeté leur matière à l'extérieur. Et ensuite, il y a d'autres étoiles qui se sont formées à partir de là. C'est ça qui fait qu'on a les éléments chimiques dont nous sommes faits. C'est-à-dire que le Soleil et son système planétaire se sont formés à partir d'un nuage de gaz qui avait été pollué, si vous voulez, par de la matière éjectée par d'autres étoiles avant. Donc voilà, nous sommes des poussières d'étoiles, mais nous ne sommes pas que ça, et c'est là que je terminerai, enfin j'ai presque terminé. Pour ça, il suffit de penser à nos molécules, et là, c'est un schéma partiel de l'ADN. L'ADN, vous voyez des couleurs là. Bon, c'est en anglais, mais peu importe, vous voyez des couleurs. Et les couleurs, ça correspond à ces atomes-là.
Donc, vous voyez ce qu'il y a principalement dans l'ADN. Vous avez de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du carbone, du phosphore. Ce sont les éléments les plus importants, les plus abondants, les plus nombreux dans l'univers. Donc, nous sommes faits des éléments les plus importants, les plus nombreux dans l'univers. Maintenant, si on regarde un petit peu en détail, c'est que pourquoi est-ce que nous sommes beaucoup plus que ça? C'est parce que ces éléments, ils ne sont pas dispersés n'importe comment. Ces éléments, ils sont organisés. Les atomes, ils sont liés entre eux. Ils sont liés en molécules. Les liaisons, eh ben, ce n'est pas n'importe quoi. Et là, vous avez les 4 fameuses bases azotées qui sont dans l'ADN. Et c'est, si je me rappelle bien, thiamine, adénine, cytosine et guanine, je crois. Quand on fait un génome, on vous donne la succession de ces 4 bases azotées, les séquences de ces 4 bases azotées. Et quand vous regardez les bases azotées, elles sont faites de ces atomes-là. Vous les regardez, bon évidemment là c'est juste très partiel, hein, c'est des extraits très partiels des molécules, mais elles se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent beaucoup, on voit des structures, des mêmes structures dans chaque molécule, elles se ressemblent beaucoup. Elles ont des différences, subtiles, mais elles ont des différences. Et si vous prenez dans l'ADN une base azotée et si vous l'échangez avec une autre, vous faites une manipulation génétique. Alors ça, je vous dis franchement que pour moi c'est une question, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour moi, c'est une question ouverte. Parce que vous avez les diverses communautés. Hein. Vous avez les gens qui s'occupent du génome. Vous avez les gens qui s'occupent des éléments chimiques. Quand on essaye de mettre ça ensemble, c'est quand même assez interpellant. Voilà, donc ceci étant, si on cherche de la vie ailleurs dans l'univers, on ne sait pas ce que va être l'avenir de l'humanité. Hein, on va peut-être être des cyber personnages, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On connaît le passé,